une petite maison qu'il loue dans la province parisienne. Et là, plus grave, c'est l'affaire Jeanne Testard. Non seulement il y a des coups portés, des incisions, des menaces, mais il y a blasphème, il y a profanation, il y a sacrilège d'objets religieux. Et ça se sait. Et là, à partir de ce moment-là, Sade connaîtra une sorte de vindicte du pouvoir en place qui fera de lui l'exemple même de la débauche et de l'homme qu'il faut enfermer. Sade arrive à Lacoste, ici même, en 1763. Il arrive, on lui fait l'honneur qu'il mérite, on lui chante des chants provençal, on le félicite d'avoir une femme aussi belle. Mais on vient de dire que sa femme n'était pas belle. Et il arrive avec une fille très jolie, mais qui n'est pas sa femme, mais qui n'est que sa belle-sœur. Scandale dans la famille, Madame de Montreuil, la belle-mère qui jusqu'à présent avait pour son gendre une sorte de protection un peu amoureuse, on ne sait pas trop quels ont été leurs rapports, il est possible que, rien ne le prouve, mais tout le dit, prend très mal la relation entre son gendre et sa belle-sœur, qui est chanoinesse, et qui pouvait mériter peut-être mieux que les débauches de son gendre. Arrive l'affaire de Marseille dont on vient de parler, et puis Sade, ici, se sent mal, car il se sent traqué. On l'a vu, Philippe nous l'a raconté à quel point la menace policière était présente. Il part pour l'Italie, et en Italie, il fait une sorte de voyage prémonitoire de Stendhal, où se révèle une part de Sade qui est extrêmement importante, l'homme de grande culture, l'homme raffiné, l'amateur d'art, qui va faire un voyage à la Stendhal et être passionné par la découverte qu'il fait, bien sûr, de Néron, de Messaline, de Caligula, de tous les excès des empereurs qui vont alimenter une part de ses récits. Il revient, il est pris, une fois de plus, et là commence une période de prison assez longue dans ces forteresses sinistres de Pierre Encise en Dauphiné. Et là, les premières ébauches, prémices de Sade écrivain vont se dessiner, car la détention est un peu plus longue cette fois-ci. Il va devenir un prisonnier extrêmement vindicatif, enragé, pestant contre ses geôliers du matin au soir, intraitable, et la production va devenir monstrueuse. Des philippiques, des lettres, des placés, des mémoires, la dénonciation des complots, le Sade écrivain commence vraiment à devenir, à préfigurer l'avenir de ce que sera le Sade que l'on connaît. Et puis il y a des passages merveilleux, car le geôlier pour Sade est le responsable de tous ces mots, et les geôliers, je peux vous dire qu'il ne les ménage pas dans ses propos. Mais laissez-moi donc en paix, vieux Jean foutre de singe, visage de chien dent barbouillé de jus de mûre, échalas de la vigne de Noé, arête de la baleine de Jonas, vieille allumette de briquet de bordel, chandelle rance de 24 à la livre, sangle pourrie du baudet de ma femme, vieille citrouille confite dans du jus de punaise, troisième corde de la tête du diable, figure de morue allongée comme les deux oreilles d'une huître, savate de maquerelle. Si je pouvais vous tenir, je frotterais vos sales groins de terre cuite pour vous apprendre à ne point me laisser mourir ici et en paix, et que le diable vous emporte. Alors de lui-même, Sade le dit, il ne le cache pas. Emporté, impérieux, colère, extrêmement tout, d'un dérèglement d'imagination sur les mœurs que la vie n'a eu son pareil, en deux mots, me voilà, tuez-moi ou prenez-moi comme cela, car je ne changerai pas. En 1576, il a 36 ans, il s'évade une fois de plus, il revient une fois de plus ici. Il tente encore d'organiser ces pièces de théâtre qui faisaient sa passion. Ce lieu a été un théâtre vivant. Les premières années de ses séjours à Lacoste, tout était dévolu au théâtre. Les dettes étaient pour le théâtre, la passion de Sade était pour le théâtre, pour les actrices, pour les comédiens, pour la mise en scène. Et cet endroit est chargé de toutes les comédies que Sade donnait aussi bien à Lacoste qu'à Mazan. Mais là, la situation devient grave, il est recherché, la belle famille devient féroce à son égard, il ne lui laisse passer aucun caprice. Madame de Sade, d'une manière assez étrange, préfère amener dans ce château les futures victimes de son mari. Jusqu'à présent, les affaires judiciaires de Sade étaient, à mon avis, des affaires qui auraient pu passer quasiment inaperçues dans le contexte de l'époque. Mais là, ça devient un peu plus grave, car les enfants qui viennent ici pour servir le marquis et la marquise sont l'objet, on pourra dire, de certains sévices qui font que Sade passe rapidement pour une sorte de monstre du Luberon, un Gilles de Ré local, et là, la situation s'aggrave. Embaucher 7 nouveaux domestiques,
au moment où la situation financière des Sade traverse une crise catastrophique, où les revenus de la charge du marquis sont sous séquestre, où l'argenterie de famille est engagée chez les juifs de Mazan, paraît déjà relever de l'inconscience. Mais ce qui pose une véritable énigme, c'est l'attitude de Madame de Sade dans cette affaire. Connaissant son mari, elle devait bien penser que ce Ganymède, voué aux écritures et ses nymphètes au corps gracile, allait servir à de très particulières besognes. Pourtant, elle les fait venir à la Coste et les jette en pâture au marquis. Que faut-il en conclure? Tout d'abord que Madame de Sade, qui a du moins hérité de sa mère un esprit pragmatique, préfère installer le scandale chez elle que de le laisser se répandre à l'extérieur. Mieux vaut livrer à Donatien la chair qu'il réclame que de le laisser rôder comme un fauve en chasse. Pourvoyeuse de son mari, séquestre de ses fantasmes, moitié geôlière, moitié maquerelle, elle engage dès lors avec le monstre un long dialogue complice, dans lequel, sans doute, elle assouvit ses plus secrètes perversions, mais où se développe aussi son aptitude singulière à jouer d'intelligence avec le mal, à inverser les codes, à provoquer l'impossible, à subvertir enfin les valeurs acquises, non dans la résignation, mais dans l'allégresse d'une âme qui apprend la révolte. Cependant, novembre arrive. La forteresse hallucinée de la Coste s'enfonce lentement dans la longue nuit de l'hiver. Tout feu éteint, vaisseau fantôme, désorienté, perdu dans les brumes, emportant à la dérive son étrange équipage. Monsieur de Sade a beau avoir joué avec la justice pendant des années, cette fois-ci, une lettre de cachet est signée contre lui. Il est capturé, ici même, un 15 août. Et c'en est fait pour sa vie d'homme libre pendant 12 ans. Il va être incarcéré pendant 6 ans à la prison de Vincennes, au fameux donjon, puis à la Bastille. La production de Sade, dès lors, devient une production centrée sur le roman, le traité philosophique, le traité politique, le récit voyage. Il s'alimente, on ne sait comment, de toute une pensée qui lui vient de ses souvenirs, de ses impressions acquises pendant ses années de liberté, des journaux que sa femme peut lui envoyer, et d'une énorme bibliothèque, plus de 600-700 livres. Et ce qui est intéressant, peut-être le plus intéressant dans cette histoire de détention, et de cet homme qui rentre homme en prison, qui en sort écrivain, et un des écrivains les plus considérables de la langue française, c'est que cet homme n'est jamais passé devant un tribunal. Sade aura passé 30 ans de sa vie en prison sans jamais avoir été jugé. Alors je ne dis pas par là qu'il ne le méritait pas. Je dis que la peine a été lourde et que deux phénomènes se conjuguent pour créer cette révolte. Le fait de ne jamais avoir été jugé et le fait d'être détenu sous le système immonde de la lettre de cachet. Alors la lettre de cachet, on sait ce que c'est. C'est une lettre signée. Les lettres de cachet signées pour les affaires antérieures de Sade, le condamné à 15 jours, 2 semaines, 3 semaines, on fait une plaisanterie pour cet homme. Mais là, c'est une lettre de cachet qui semble ne pas avoir de fin. Et comment peut faire un homme face à une détention qui n'a pas de fin, qui détruit le temps, qui déstructure complètement l'espoir, l'espérance de sortir un jour, si ce n'est de se créer soi-même un monde avec ses personnages, avec ses codes, avec ses rites, avec son univers, pour simplement ne pas devenir fou. Imaginez une détention qui n'a pas de temps, qui est dans l'intemporel total. Et Sade dit, et je peux sortir demain, je peux sortir après-demain, et je peux aussi ne jamais sortir, car c'est le caprice de ceux qui m'ont enfermé, qui décident du jour où je serai peut-être un homme libre. Et peut-être cette spécificité là de cachet a permis à ça de créer ce monde. Et bien sûr, c'est un monde de révolte, c'est un monde qui s'insurge contre le monde des vivants, des êtres libres, d'où, à mon avis, le point de départ de cette écriture de Sade que l'on connaît si violente et qui raconte un monde si épouvantable. En février 1984, Sade est à la Bastille. Il écrit des lettres absolument prodigieuses. Certaines lettres de Vincennes seront lues ici même jeudi par Florence Autier et Pierre Béziers, qui liront à deux voix les lettres de Vincennes. Et à la Bastille, on croit que Sade, on a dit, c'est l'histoire qui dit que Sade a été libéré le 14 juillet. En fait, non, il sera libéré le 4 juillet. Libéré, non, il sera transféré ailleurs, car Sade, au bout de 12 ans de détention, n'en finit pas d'être un prisonnier enragé.
il arrache le 4 juillet un tuyau d'évacuation, il monte sur les tours de la Bastille et hurle « On m'égorge, à moi, à moi ». Les émeutiers en bas prennent conscience que dans cette Bastille, il y a là des victimes de la répression de l'Ancien Régime, et Sade sera libéré quelques mois plus tard, après avoir été incarcéré à Charenton. Un événement tragique arrive à Sade à cette époque, c'est-à-dire que sa libération, du moins son transfert à Charenton se fait si vite, à la veille de la prise de la Bastille, c'est qu'il y laisse là tous ses manuscrits de sa bibliothèque, mais essentiellement un volume, en fait 16 volumes, qui constituaient selon lui l'œuvre la plus importante de son histoire, qui sont les 120 jours de Sodome, qui est l'œuvre maîtresse de la littérature sadienne, qu'on peut lire si on a le cœur bien accroché, avec quand même quelques préventions. On va en parler dans un instant. Ce livre est perdu. Selon Sade, il est perdu à toute période relative de liberté pendant laquelle il va pouvoir écrire notamment ses romans Justine et Juliette. Mais la carrière de Sade en prison n'est pas terminée, car il tombe sous l'époque du consulat, et Napoléon, eh ben, c'est pas mieux que Louis XVI, c'est pas mieux que les autres souverains. Sade, pour lui, est le monstre qui illustre l'Ancien Régime, et Sade, en liberté, est absolument insupportable à Napoléon. Dans le mémorial de Sainte-Hélène, Lascaz dit « Napoléon, empereur, s'était fait représenter et avait parcouru le livre le plus abominable qui a enfanté l'imagination la plus dépravée. C'est un roman qui avait révolté la morale publique au point de faire enfermer son auteur, qu'il était toujours demeuré et qui, depuis, vit encore. » On va laisser un moment le marquis de Sade à sa détention dans la maison de fous de Charenton, où, homme dans une sorte de relative liberté, s'adonne, hasard, au théâtre. Dans cette maison de fous, un des thérapeutes, un des médecins qui dirige cette maison de fous, décrète que le théâtre est une bonne thérapeutique pour les malades, et dès lors, Sade va être amené à devenir à nouveau comédien, à nouveau metteur en scène, à nouveau l'homme de l'organisation théâtrale de cette maison de fous. Cette parenthèse pour revenir à ce fait que Sade, n'ayant jamais été jugé, doit ses malheurs à cette espèce de système dans lequel il ne sortira jamais, de l'homme honni par l'ancien système, de l'aristocratie décadente, et la victime du futur peuple souverain. Sade, c'est celui qui a brisé les verrous. Et que ce soit pour les anciens ou pour les modernes, si on peut dire les choses ainsi, cet athéisme acharné, cette société que Sade honnit, exècre, et cette société qu'il met en avant dans ses romans, cette société du libertinage, de la domination des sens, est insupportable à tous et à toutes dans cette nouvelle nation. S'il fallait 3 mots pour comprendre Sade, dans sa logique, dans la logique sadienne, c'est Sade l'agression, Sade la transgression et Sade la subversion. Voilà le moteur essentiel de cet homme, et rien n'a jamais pu détériorer ce mécanisme à 3 temps qui amène Sade, homme, à être révolté, et écrivain, à être l'écrivain peut-être le plus exceptionnel du XVIIIe, par ce côté précurseur, ce côté explorateur de la société, ou d'une société selon Sade. Pour mieux comprendre un instant les origines de la fureur sadienne, et là on le comprend mieux et on l'excuse un peu, souvenons-nous, l'inexistence totale de la mère, la débauche du père, un tuteur dont on n'a pas parlé, M. de Charolais, qui avait la manie de tirer sur tous les hommes qui étaient sur les toits. Dès qu'il voyait un homme sur les toits, il tirait dessus. Il était amonesté, on l'a envoyé en prison quelques jours, mais il a fait l'éducation de Sade et il a libéré chez Sade ses instincts, bien sûr, les plus primitifs. L'oncle débauché et érudit, on en a parlé aussi. Le château de Sauman avec les cachots, qu'on retrouvera dans le château de Sealing, les 120 jours de Sodome. Et puis cette haine religieuse qui fait le malheur de Sade lors de l'affaire du blasphème d'Arcueil. L'ambiguïté de Sade pendant la Révolution est compréhensible. C'est un homme qui en même temps veut produire ces pièces de théâtre, qui a besoin du système de la Révolution, et en même temps qui craint d'être constamment découvert comme l'homme des anciens excès de l'Ancien Régime. Mais peut-être une des grandes choses de Sade, et là où j'aime ce personnage, car il a vraiment été là un homme courageux, allant jusqu'au bout de ses convictions, c'est l'homme du combat contre la peine de mort. Et il dit, dans cette merveilleuse langue française qu'il maniait si bien, on doit supprimer la peine de mort. En un mot,
Parce qu'il n'y a point de plus mauvais calcul que de faire mourir un homme pour en avoir tué un autre. Puisqu'il résulte évidemment de ce procédé qu'au lieu d'un homme de moins, en voilà deux d'un coup, et qu'il n'y a que des bourreaux ou des imbéciles auxquels une telle arithmétique puisse être familière. De ces premiers principes, il découle, on le sent, la nécessité de faire des lois douces, et surtout d'anéantir pour jamais l'atrocité de la peine de mort. Parce que la loi qui attente à la vie d'un homme est impraticable, injuste, inadmissible. Une des grandes souffrances de Sade, c'était l'argent. L'argent qu'on lui devait, l'argent qu'il réclamait, et l'argent qu'il aura passé à demander, car c'est un homme qui a vécu d'aucun travail, d'aucune occupation. Ses pièces de théâtre n'ont jamais rapporté un sou, ses romans à son époque lui ont jamais rapporté un sou, et il ne fait que dans une longue lettre qui n'en finit pas demander à son fameux notaire Gofridi, que la légende a rapporté, qui était apte, de l'argent constamment. Et là, on est dans un personnage assez molièresque, parce que toutes les lettres de Sade se terminent généralement par « de l'argent où je meurs. J'ai un besoin inexprimable de mon argent. On a besoin d'argent et d'au-delà des mots. » Et à son notaire, il écrit « Et l'avocat, faites au nom de Dieu. Faites tout ce que vous voudrez avec Sauman, avec Mazan, avec Arles, avec Lacoste,